nous accueillons là 3 personnes qui travaillent à Insert Santé, qui vont témoigner avec des petites interventions sur leur pratique. Pour ma part, je suis le docteur Mazière, j'interviens une fois par mois au niveau de l'analyse des pratiques avec l'équipe Respire. Voilà, d'abord Christelle Paulfort. Bonjour, alors moi effectivement je vais vous lire une petite présentation de la pratique du relais d'aide et d'écoute psychologique, dit RAEP, une pratique sur le fil. Le relais d'aide et d'écoute psychologique est un dispositif entre deux, sur le fil, entre champ social et champ du soin, pour des personnes elles-mêmes sur le fil. Psychologue, nous accueillons des personnes en situation de précarité, de désinsertion, présentant des signes de souffrance psychique importantes. En premier lieu, ce sont nos partenaires du champ de l'insertion, du champ social, assistants sociaux, CESF, professionnels de chantier d'insertion ou de Pôle emploi, qui repèrent la souffrance des personnes et les orientent vers le RAEP. Cette souffrance, dite psychosociale, peut être plus ou moins perceptible. Elle peut faire l'objet d'une plainte, ou bien plus souvent, se manifester par une difficulté à effectuer des démarches, à se saisir de l'aide proposée. On en a déjà un peu parlé auparavant. Paradoxe. Le sujet précaire est en difficulté sociale, professionnelle, financière, de plus en plus isolé. Et, alors même que le contact avec l'autre devient difficile, qu'il se replie, que l'épuisement psychique est là, il doit, afin de ne pas être totalement exclu, accepter d'être pris en charge, fournir des justificatifs, se montrer volontaire pour participer à des actions d'insertion. Ne pas pouvoir répondre ni se saisir des propositions le met encore plus en difficulté. Cela, quelle que soit la bienveillance des travailleurs sociaux. Le RAEP offre à la personne dont la demande est bien souvent davantage portée par le partenaire social la possibilité de rencontrer un psychologue et de simplement venir parler, dire, s'écouter, s'entendre. Nous proposons des entretiens réguliers dans une stabilité de temps, d'espace, dans des lieux de proximité. Donc souvent les lieux d'accueil social, CMS, CCAS, etc. D'emblée, nous prenons avec la personne le temps de 3 rencontres, dites préliminaires, afin qu'elle puisse décider de son engagement ou non dans le suivi, selon l'effet qu'a pour elle le fait de parler, selon qu'elle se sent prête ou pas. Cela nous permet aussi d'évaluer si un suivi psychologique dans ce cadre peut être bénéfique ou si par exemple une prise en charge psychiatrique rapide est nécessaire. Nous veillons à placer la liberté du sujet au centre, accueillant aussi parfois la non-demande. La pratique de la relance prend en compte la difficulté du lien à l'autre et la discontinuité inhérente à la désinsertion sociale. Nous recontactons la personne en cas d'absence dans la limite de 3 fois. Nous tentons de faire en sorte qu'elle puisse se saisir de ce lieu comme d'un point d'arrimage où elle peut revenir. Le RAEP est relais. Nous faisons relais pour les partenaires sociaux. Le travail de lien est essentiel pour dégonfler l'angoisse face à la souffrance et au laisser-tomber de la personne. Maintenir avec les travailleurs sociaux au centre la question du sujet, ses possibilités, ses impossibilités, son désir. En effet, les professionnels ont eux-mêmes à rendre des comptes quant aux actions d'insertion menées. Nous faisons relais aussi vers eux, soutenant les personnes dans leurs projets, les encourageant à s'adresser aux structures sociales, juridiques, culturelles. Enfin, nous faisons relais vers les soins adaptés lorsque cela est nécessaire. Et c'est assez souvent. Une grande partie de notre travail est consacrée à l'orientation vers les soins psychiatriques. C'est parfois tout le travail d'un suivi. Alors, orientation ou réorientation. Et puis, on pourra peut-être en parler un petit peu davantage pendant la conversation. C'est plus ou moins facile selon les secteurs, pouvoir orienter vers des CMP ou des lieux d'accueil de soins.
Notre mission est financée par le département et le Fonds social européen pour les bénéficiaires du RSA. Sur certains secteurs, d'autres financements nous permettent de recevoir des personnes en situation de précarité, n'entrant pas dans ce cadre. L'ARS, notamment, soutient financièrement l'accompagnement des personnes en souffrance psychosociale. Pour les bénéficiaires du RSA, les droits de suivi sont limités à 24 mois, 2 ans. Il arrive que cela suffise pour que la personne engage des soins adaptés, trouve un apaisement psychique, un apaisement dans ses relations familiales ou sociales, retrouve des points d'appui, entame une activité, une formation, retrouve un emploi. Cela arrive. Mais nous recevons beaucoup de personnes en très grande souffrance depuis très longtemps, aux prises avec de multiples difficultés. Certains n'ont jamais vraiment pu faire face à la vie en société, études non validées, impossibilité de faire avec la demande ou le regard de l'autre. Pour cela, il est vital de prendre le temps de ne pas pousser à la réinsertion à tout prix, mais plutôt urgent de viser un apaisement, soutenir les petites solutions trouvées, aider à construire, stabiliser les circuits permettant de mieux faire avec l'angoisse. Ce travail demande patience pour qu'à force de petits pas de côté, quelque chose d'un équilibre soit possible, une certaine reprise d'élan vital, un nouveau mode d'être au monde, permettant à la personne de trouver sa place en tant que sujet. Donc je vais laisser la parole à mes collègues qui vont illustrer cela à travers leurs vignettes cliniques. Alors, Juliette Ganichon, peut-être, pour illustrer ce propos théorique. Oui. Alors, moi, je vais vous parler d'un patient que je vais nommer V. J'ai intitulé ce cas au fil du chemin. Je reçois V depuis quelques mois. Il a la trentaine et est orienté par sa conseillère Pôle emploi dans le but d'une intégration professionnelle. Les motifs avancés sont manifeste des angoisses l'empêchant de créer du lien social et une consommation de cannabis pour faire des démarches dans la vie quotidienne. Il dit « J'ai un problème d'envisager le futur, je me désocialise de plus en plus. » Il souffre beaucoup de cet état, s'en montre très déprimé et fataliste. Néanmoins, il m'explique vouloir, comme il dit, améliorer son problème, être moins négatif. À l'aube de nos entretiens, V évoque une histoire familiale douloureuse, mais ne manifeste pas de pleurs ni même d'affect. Il dit simplement que quand même c'est difficile. Cependant, il est parvenu à cheminer plus ou moins bien dans sa scolarité, dans sa vie personnelle. À ce jour, V vit seul et n'a jamais travaillé. Après avoir vécu avec son frère chez son père, parti vivre à l'étranger il y a quelques années, il a récemment emménagé dans une maison que lui ont principalement payée son père et son frère. Jusqu'à présent, il semblait être parvenu à se tenir à l'écart de l'injonction de trouver du travail et à distance des autres à l'aide de l'informatique. Il regarde des films, notamment en anglais, pour parfaire son apprentissage dans cette langue, m'explique-t-il. Surfe sur Internet à propos de diverses questions et joue beaucoup à des jeux vidéo en ligne, connecté avec d'autres joueurs. Il dit « Ce qui me plaît dans la vie, c'est l'informatique. C'est le peu de social que j'ai. Le seul truc pour rester en contact avec les gens. » Il constate aussi que depuis le départ de son père, il garde un contact régulier et plus pacifié avec lui via Skype. V, en effet, repère l'apaisement que produit le filtre visuel que rend possible l'outil informatique. Ainsi, l'objet regard, point de persécution chez V, qui fait naître l'angoisse, est détourné. Il dit « J'ai pas cette personne qui a cette vision sur moi et qui me regarde. Je me sens protégé derrière mon écran. » Le suivi s'organise autour, d'une part, du repérage d'une atteinte au joint le plus intime de son sentiment de la vie, et d'autre part, autour de ses recherches, de serrage d'indices, de points auxquels il pourrait s'arrimer pour situer ce moment. Dans cette dynamique, je m'efforce de le suivre, de le soutenir et me tenir prête à saisir au vol les petits détails pouvant jaillir de son discours. Chemin faisant, V repère la rupture avec un ami proche. C'était déjà là, mais vu que j'avais confiance en moi, en quelques années, ça a changé. C'est vrai que ce truc-là, je me suis dit, tu ne sais pas juger les gens. J'ai commencé à ne plus avoir confiance en moi. Il explique qu'avant cet événement, lorsqu'il avait affaire à une situation d'échec, il pouvait se dire « je m'en fiche de ce qu'il pense » et avait confiance en ses capacités à trouver du travail plus tard.
Dans le même temps, il évoque un cercle d'amis dans lequel il gravitait et dont il s'est peu à peu écarté suite au conflit avec son ami. Il explique, il y avait une espèce de roulement où quand lui était invité, moi je ne l'étais pas, et quand j'étais invité, lui n'était pas invité. Ça m'a tellement saoulé que j'y allais plus. Il pointe également l'éloignement de son frère qui a construit une vie de famille. Donc il y a ce desserrage des liens avec ses deux partenaires essentiels, cet ami et le frère, l'abandon du réseau d'amis et le départ du père. Enfin, sous la pression de plus en plus affirmée de son père, il démarre des recherches d'emploi. Il dit, il commence à me mettre le couteau sous la gorge. Il se sentait vraiment poussé à rechercher de l'emploi. C'est alors que V est convoqué à une place à laquelle il ne semble pas pouvoir répondre. Le grand autre social, qui se fait trop présent et pressant, cristallise l'angoisse chez V. Il est, comme il dit, désarçonné. Le regard des autres le persécute, si bien que toute sortie devient une épreuve terrible pour lui. Je me dis que mon problème était pire que ce que je pensais. De plus en plus, ça me sautait aux yeux. Je me demande ce que pensent les gens de moi sans arrêt. Ainsi, même l'usage de l'informatique, qui tenait une fonction de solution pour s'occuper, tenir l'autre à distance et se soustraire de son regard, se défait à son tour. En ce qui concerne son usage du cannabis, il dit « En fumant, je suis plus zen. Ça m'aide beaucoup à ne pas broyer du noir et à ne pas penser trop au futur. » À ces mots, je l'invite à préciser la relation qu'il noue avec le cannabis. Il en consomme depuis ses 18 ans, ce qui lui a permis, comme il dit, de régler son problème d'alcool. Mais surtout, à son grand soulagement, de gérer plus efficacement ce qu'il nomme ses crises de nerfs. À ce sujet, il dit avoir toujours eu mauvais caractère, s'énerver facilement, lors de situations où il peut être contrarié, frustré. Dans ce cas, il devient très agressif, tant verbalement que physiquement avec l'autre, et perd, comme il dit, sa lucidité pendant un moment. Des fois, ça avait posé problème, je le fais préciser. Il me raconte se souvenir d'une crise plus violente que les autres, où à l'âge de 15 ans, il a été ramené du collège par la police, après avoir frappé violemment une fille qui lui avait fait une plaisanterie. Il reste marqué par l'ampleur de sa violence lors de cette scène, ainsi que dans l'après-coup par l'incompréhension de sa réaction. Qu'est-ce qui fait que cette situation a fait découler une violence plus terrible que les autres? Après réflexion, V repère, derrière ça a fait rigoler tout le monde, mais quand je me suis mis à la taper, plus personne ne rigolait. Il a déjà tenté d'arrêter le cannabis sur les conseils d'un médecin, mais pas sans souffrir d'idées obsédantes, comme il dit, qui l'ont fortement déprimé et angoissé, faisant monter ainsi son énervement dès qu'il croisait le regard de l'autre. Enfin, après 4 mois de suivi, et lors d'un entretien où V apparaît pour la première fois soulagé et les traits détendus, se dégage un énoncé. Il dit « Le truc professionnel, finalement, je me dis que c'est ça qui me stresse le plus en fait. Il faudrait que je trouve une situation où j'ai moins de stress sur l'avenir. Trouver des trucs comme ça pour être plus zen et penser moi à ma situation sociale professionnelle. » J'arrête l'entretien sur ces paroles. Un tournant dans le travail s'ensuit. V commence à chercher ce qu'il pourrait construire, de l'ordre d'un savoir nouveau qui le mettrait à l'abri de ce qui le dessert, tout en desserrant l'étau dans lequel il est pris. J'ai l'impression qu'il me manque un truc. Si ce truc, c'est pas l'emploi, il faut que je trouve autre chose. Je veille à l'accompagner dans ses tours, soutenir quelques détours, afin qu'il puisse construire sa manière de faire avec ce à quoi il a affaire. Plus tard, il trouve en la pratique de la marche une solution possible, un truc agréable, qui lui permet d'occuper son temps libre et de croiser des gens. Cette trouvaille du sujet constitue un petit pas de côté, le décalant et ainsi le décollant de la question écrasante de l'emploi. Il se souvient de cette activité de marche sous forme de promenade qu'il pratiquait seul pour découvrir son environnement lorsqu'il venait d'emménager. Cela lui procurait du plaisir et lui permettait de croiser les gens sans en être persécuté. Ainsi, sous cette perspective nouvelle, V semble tenir une boussole et retrouver un chemin pacificateur en lien avec le vivant. Dernièrement, il a convenu avec sa conseillère Pôle emploi d'arrêter les démarches professionnelles et d'aller voir un médecin pour faire un dossier de travailleur handicapé. Même si je n'ai pas de travail, j'ai un statut, dit-il. Ce sur quoi je réponds par l'affirmative. Enfin, récemment, il revient spontanément sur sa consommation de cannabis et dit « Il faudrait que j'arrête de fumer le cannabis, ou du moins que j'ai une consommation limitée, ou prendre un médicament qui m'aide.
Je lui renvoie que peut-être la rencontre avec un médecin psychiatre, dans le cadre de ses démarches pour son dossier MDPH, serait l'occasion de se pencher tranquillement sur cette idée d'une aide médicamenteuse qui pourrait être intéressante pour lui. Actuellement, le suivi est encore en cours et son cheminement aussi. Merci. Alors, voilà, je vais vous présenter une petite illustration clinique pour tenter de décrire la singularité de la rencontre d'un homme avec un homme à qui une assistante sociale propose de rencontrer une psychologue et qui finit par accepter de faire l'expérience de cette rencontre. Alors, j'accompagne Monsieur R dans le cadre du relais d'aide et d'écoute psychologique depuis 3 ans maintenant. Lorsque l'assistante sociale qui me l'adresse me parle de cet homme, elle m'évoque quelqu'un de replié, isolé et fuyant, ne pouvant entreprendre aucune démarche d'insertion. Elle a travaillé cette orientation durant plusieurs années. C'est un homme qui a 46 ans. Il perçoit le RSA depuis l'âge de 25 ans. Il a fait des études supérieures, réformé à l'armée. Il n'a jamais travaillé. Et il vit dans le même logement depuis plus de 20 ans. Il a une fille de 9 ans qui vit avec sa mère. Et c'est la mère de sa fille qui s'occupe de toutes ses démarches administratives. C'est un homme massivement angoissé que je rencontre. Sa manière de se présenter à moi laisse d'emblée voir sa crainte de l'autre. Le regard baissé, replié physiquement, qui en venant accepte de s'adresser à quelqu'un. Donc il s'agit d'accueillir la singularité de cet homme qui accepte de faire l'expérience d'une rencontre sans en connaître les aboutissants, alors même qu'il fonctionne dans la fuite de l'autre. En effet, lorsque je l'interroge au début du suivi sur ce qui l'amène, il me dit que c'est une question trop générale, que ce qui le préoccupe, ce sont les choses précises de la vie. Il m'explique que la vie est spécialement difficile pour lui au quotidien, puisque chaque acte, le plus simple soit-il, lui demande une complexe et longue élaboration, et tout ce qui l'entoure peut être pour lui une menace. Un mot, une scène, une canette de soda, une plaque d'égout, les autres marchant dans la rue, aller chercher son courrier, regarder par la fenêtre, un papier par terre, etc. Son quotidien est donc minutieusement et longuement réfléchi. Lorsqu'il ne se déroule pas selon son schéma élaboré, lorsque le circuit n'est pas respecté, lorsqu'il y a un obstacle, la menace arrive, ou, dit-il, c'est dégueulasse. Voilà, c'est les termes qu'il emploie. Il ne peut pas préciser, car prononcer les mots est suffisant pour que la menace arrive. Et cela peut déclencher une forte agressivité qu'il peut aussi difficilement mettre en mots. Il dit qu'il est envahi d'idées, de mots, ce qui se traduit par un langage hésitant, car il doit choisir le bon mot. Cet espace de parole devient pour lui un lieu où il peut venir loger ce trop dans sa tête et mettre la distance la menace, en posant des mots qu'il désigne comme des petits tas. On me dit qu'il vient déposer des petits tas ici. Il dit que c'est désagréable de venir, mais qu'il sent que ça pose les choses, que c'est le seul moment où il n'est pas confronté à ces complexes élaborations et qu'il ne réfléchit pas à ce qu'il va dire. Il vient à tous les rendez-vous depuis 3 ans et dira au bout de quelques mois de suivi qu'il ne pense pas le rendez-vous, qu'il est comme parachuté ici comme dans un champ de blé. Concernant d'éventuels liens sociaux, c'est un homme qui n'a aucun intérêt pour les autres, qu'il tient soit pour débile, soit pour abruti. Il a fait des études supérieures, il a commencé sa thèse en électronique, mais il ne l'a pas soutenue, car son maître de thèse était un abruti.
et aussi qu'il fallait, pour rendre sa thèse, qu'il complexifie les choses. C'est difficile pour lui de préciser ça. Il me donne l'exemple des mathématiques, qui est une matière énigmatique pour lui, et en me disant que la complexité est d'oublier un moins, par exemple dans une formule mathématique, et celle-ci n'est plus bonne. Alors, d'un côté, les mots le persécutent, et de l'autre, celui qui parle est certainement ravalé au rang d'imbécile. J'ai donc choisi très rapidement de rester silencieuse et de ne pas poser trop de questions. Et de m'intéresser à ce qui le préoccupe, à savoir les choses précises de la vie. Sa principale activité, ce qu'il vient me dire depuis de nombreuses années, est de dessiner des maisons microscopiques dans lesquelles il se place. Plus précisément, il dessine des plans à partir desquels il retire le maximum de choses afin d'obtenir une version minimaliste de l'habitat. Actuellement, il arrive à une version de 4 mètres carrés dans laquelle il a tout ce qu'il faut pour vivre. Et il souhaite cette version à l'intérieur d'un blocos. Il étudie et réaménage sans cesse les plans. Aujourd'hui, c'est à vélo qu'il se rend aux entretiens, évitant ainsi de se trouver face aux autres, respectant un circuit. Venir déposer ce trou dans sa tête en ce lieu l'apaise et me parler de ses plans de maison blocos microscopiques lui permet de ne pas s'y enfermer. Ce sont voilà, des petits éléments qui contribuent à sa stabilisation. Merci. Donc ces 3 petites interventions, vous voyez bien, elles portent d'ailleurs le titre sur le fil. Et moi, j'ai associé au fond une autre question sur le fil, c'est le funambule. Le funambule sur son fil, il a besoin de stabilisateur, de balancier. Au fond, vous avez cette fonction-là, me semble-t-il, d'être le tiers pour ces sujets qui leur permet de ne pas basculer, de ne pas tomber. Alors on voit que vous déployez pour chacun de ces sujets leur solution, leur bricolage. Et que parfois il est important de préférer garder le silence, vous avez bien expliqué pourquoi, plutôt que de rentrer dans la répétition des injonctions sur la normalisation que veut, au fond, la société autour de faut travailler, etc. Et on voit comment ça peut les persécuter, au fond. Il s'agit de sujets manifestement psychotiques pour lesquels, effectivement, le petit pas de côté, le laisser parler, permet d'arriver, au fond, leur permet de trouver une place, à se loger un peu dans l'autre. Hein. Et en ce sens-là, je trouve que c'est instructif, ces 3 petites vignettes. Alors peut-être qu'entre vous, il y a une question qui se pose, ou d'autres, ou alors dans la salle. Voilà une première question. Je voulais faire une remarque entre les 2 ateliers, enfin entre votre travail, ce que vous avez amené par rapport à la question de l'écran et la radio. On parle, Respire, la radio c'est un atelier thérapeutique. Vous ne le savez pas, les animateurs, mais nous le savons, nous vous adressons des patients qui ont des voix, qui entendent des voix. Et pour certains, l'atelier radio est un outil extrêmement thérapeutique, puisque ça vient borner leur voix, ça vient les cerner, et au fond, de parler à la radio fait qu'ils entendent moins de voix. Ça, voilà, en quoi c'est thérapeutique. Et je trouvais qu'on avait, avec l'idée de l'écran d'ordinateur, ce même rapport à un objet qui peut être persécutant, le regard, et au fond, la façon dont l'écran permet justement cette dimension thérapeutique pour ce patient. Voilà, enfin, voilà, c'était une façon de faire la transition entre deux, mais... Voilà, si en salle, voulez-vous aussi compléter, questionner, contester, libre à vous. Et signalez-vous par un petit geste et n'hésitez pas. Voilà.
Oui, c'était juste que moi, en fait, je vous connais pas du tout. Donc j'aurais bien aimé déjà où est-ce que vous intervenez et qui vous êtes, quelle fonction vous avez. Parce que en fait, là, j'ai complètement débarqué, excusez-moi. Alors, Insert Santé, c'est une association qui est en Seine-Maritime. Le siège est à Yvetot. Et en fait, on intervient sur tout le département de Seine-Maritime. Donc nous, là, pour le relais d'aide et d'écoute psychologique, c'est une équipe de psychologues. Voilà. Donc on est sur différentes antennes. Et donc c'est pour ça tout à l'heure quand je parlais de l'orientation vers les soins psychiatriques, c'est-à-dire que souvent on a des gens qui nous sont orientés par les travailleurs sociaux, et en fait c'est des gens qui soit n'ont jamais eu contact avec un médecin psychiatre ou un psychologue, avec les soins, soit c'est des gens qui sont en évitement aussi des soins. Donc des fois ça permet aussi de les ramener un petit peu quand même vers la psychiatrie quand il y a besoin d'un traitement et qu'on voit qu'ils ont lâché. Voilà, donc ça c'est souvent quand on est dans les situations un peu limites. Mais voilà, donc on est dans le département donc, de Seine-Maritime, mais donc en milieu urbain ou rural. Et c'est vrai que du coup, la question de l'orientation vers les soins, c'est beaucoup... c'est très varié, en fait. On peut faire un travail avec les gens. Moi, je suis sur un secteur où je peux appeler le secrétariat avec eux, prendre rendez-vous. On a même des infirmiers psychiatriques qui nous rappellent, des médecins psychiatres qu'on croise, enfin, voilà, avec qui on communique et on sait un petit peu voilà, comment ça peut se dérouler. En milieu rural, parfois c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas de relais, il y a des déserts psychiatriques. Donc c'est vrai qu'on a des collègues qui travaillent dans des lieux où c'est très compliqué parce que ils ne peuvent pas avoir accès. Enfin, les gens ont des problèmes de mobilité forcément en situation de précarité. Donc voilà. Il y a aussi la limite du temps pendant lequel on peut recevoir les personnes. Aujourd'hui, c'est stricto sensus 24 mois, enfin officiellement. Parfois, ça peut être un petit peu plus long parce que voilà, il y a des sujets d'un point de vue éthique, voilà, qui ont trouvé à se loger dans l'autre justement en venant à cette adresse et auprès du professionnel en question. Et le transfert, ça se défait pas comme ça se transfère pas comme ça aussi, voilà. Donc parfois on peut être en difficulté par rapport à des patients justement pour lesquels la question du relais, du passage de relais se pose et pour lequel on n'a pas forcément voilà, de solution. Oui. C'est compliqué, c'est déjà très fragile et sur le fil, voilà. Non, on a cette difficulté-là aussi par rapport à la population qu'on peut être amené à rencontrer quand même. Je me disais que vous parliez tout à l'heure justement que c'était difficile de formuler une demande parce qu'on se dit qu'à un moment on va nous... Enfin nous c'est vrai qu'on se disait on a plus affaire à des gens qui nous disent finalement oui ils ont peur d'être lâchés en fait. Parce que justement on parlait voilà, de funambules et donc c'est pour ça que des fois on s'autorise à continuer un peu avec les gens parce qu'on ne peut pas, pour certaines personnes le transfert est établi, ça fait partie de leur équilibre de vie et puis voilà donc bon, on s'adapte quand même à la demande, à cette demande-là. Ils sont équipés de celui-là et je pense au monsieur là que je revois, enfin que je vois toujours, dont je vous ai parlé là, et son discours c'est j'aime bien venir ici parce que ça me permet de faire le point. Voilà, ça me fait penser au petit tas que dépose ton patient. Enfin, voilà, il est équipé de ça au quotidien pour pouvoir continuer à cheminer de manière à peu près repérée. Enfin, voilà, plus apaisée. Je ne sais pas si vous vouliez compléter. Simplement, on voit bien que votre travail avec ces gens qui sont des débranchés, on pourrait dire, que le travail de rebranchement passe surtout pas par la compassion. C'est pas du côté de la compassion que vous accueillez ces gens, c'est qui est la pire des choses, qui pousserait encore plus à l'exclusion, mais au respect du sujet. Voilà.